Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Régis Dubrulle, je suis le délégué régional de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et je suis ravi d'intervenir sur un sujet qui est connexe à la data et à l'IA, la réglementation autour de la sécurité numérique, une réglementation qui est en cours, la LPM, ou qui vont venir, le Cyber Resilience Act et NIS 2. Et un des points communs de cette réglementation, c'est que les éditeurs de logiciels vont être bien concernés par ces réglementations. Donc, mon intervention va durer 20 minutes, ça va être assez dense, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes ces réglementations, surtout que certaines sont en cours de transposition et ne sont pas encore complètement votées, donc il y a encore des points qui ne sont pas encore complètement validés. Donc, je ne serai pas très sur certains points, ça restera du subjonctif, de conditionnel, pardon, pas du subjonctif, du conditionnel, parce qu'il faudra voir ce que les décrets d'application vont donner. Premièrement, présentation habituelle de l'intervenant et de sa structure. Donc, moi, je fais partie de l'autorité nationale en matière de cybersécurité. Donc, on est un des services du Premier ministre avec un public prioritaire, nos bénéficiaires que sont les administrations, les collectivités territoriales et tout ce qui est organismes d'importance vitale et organismes de services essentiels. Donc, des structures qui sont critiques pour le fonctionnement de la nation. D'ailleurs, ce terme d'organisme de services essentiels va évoluer avec NIS 2. On a 4 missions. Une mission de défense, on va intervenir lorsqu'un de nos bénéficiaires est attaqué. Vous avez souvent lu dans la presse qu'un hôpital majeur s'est fait attaquer et les services de l'ANSSI peuvent intervenir. Une mission de connaissance et de partage de l'état de la menace, notamment au travers de nos sites internet cyber.gouv.fr, sur lequel vous allez retrouver beaucoup de guides, des guides techniques, mais aussi des guides plutôt organisationnels qui s'adressent aux dirigeants. Et puis une mission d'accompagnement, on voit notamment accompagner des structures via l'identification ou la certification et la qualification de services ou de produits de cybersécurité. Et puis on accompagne aussi les différents gouvernements dans la mise en place de politiques publiques en matière de sécurité numérique et notamment dans la plupart de ces réglementations, l'ANSSI est vraiment moteur pour travailler sur les propositions de loi qui vont être derrière reprises par les députés et par les sénateurs. Alors, on va commencer donc par ces différents dispositifs réglementaires qui vont arriver. Certains sont en cours, je pense à la loi de programmation militaire. D'autres vont arriver, le Cyber Resilience Act et NIS 2. Ce qu'il va falloir, à mon avis, bien anticiper aujourd'hui, c'est que ces réglementations vont vraiment toucher le fonctionnement des entreprises du numérique, mais vont aussi toucher les entreprises d'une manière générale. Les collectivités, les organismes publics, vous allez voir, ça va être assez impactant. Pendant plusieurs années, je pense qu'on en a pas mal parlé. J'en parlais tout à l'heure avec les étudiants qui sont ici. C'est à peu près du même tonneau que le RGPD. Ça va être assez pas compliqué, mais en tout cas, ça va bien toucher les différentes structures. Alors, on va commencer par la première réglementation qui est aujourd'hui effective. Il s'agit de la loi de programmation militaire. Alors, ce n'est pas proprement dit, bien sûr, une réglementation dédiée à la cybersécurité. C'est plutôt donc une loi qui définit le cadre budgétaire pour les armées dans les années à venir. Mais depuis que la loi de programmation militaire existe, il y a des aspects cyber qui sont intégrés au travers différents articles. Et notamment, par exemple, tout ce qui est organisme d'importance vitale. Cette réglementation est issue de la première loi de programmation militaire. Sur la dernière, qui a été publiée en 2023 avec ses décrets d'application en 2024, on a 4 articles qui concernent le filtrage des noms de domaine. Donc l'ANSSI aujourd'hui peut aller demander au registraire de pouvoir fermer des noms de domaine, par exemple. On a un article sur les données qui se trouvent dans l'historique des caches DNS pour savoir quels sont, par exemple, les serveurs attaquants qui se connectent et pouvoir remonter jusqu'à eux. On a aussi la possibilité maintenant, dans certaines conditions évidemment, de demander des informations auprès des opérateurs de télécom à partir de ce qu'on appelle des marqueurs techniques ou des IOC dans le monde de la cybersécurité. Et enfin, et c'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, la notification en cas de vulnérabilité ou d'incident significatif.
Je ne rentrerai pas dans les 3 premiers sujets. Je vous conseille d'écouter un podcast d'une émission qui s'appelle No Limit Sécu de 2023. Et à la fin de cette partie, je vous donnerai la référence. Alors, concernant la notification en cas d'incident et de vulnérabilité, la loi prévoit aujourd'hui qu'en cas d'incident significatif, l'éditeur notifie l'ANSSI, donc l'autorité nationale, de cette vulnérabilité avec une analyse des causes et des conséquences. Alors, ce n'est pas tous les incidents, ce n'est pas toutes les vulnérabilités, c'est ce qui est significatif. Et ce qui est significatif aujourd'hui, ça est défini dans le décret d'application selon plusieurs critères, 6 critères qui permettent à l'éditeur d'apprécier le caractère de cette vulnérabilité. C'est le nombre d'utilisateurs, c'est le nombre de produits intégrés, c'est est-ce que les vulnérabilités sont exploitées ou non, est-ce que c'est publié, est-ce que c'est un produit qui est utilisé par des structures critiques, est-ce que c'est un produit, par exemple une bibliothèque qui est utilisée par d'autres produits en très grand nombre. Voilà, c'est un certain nombre d'éléments qui permet à un éditeur de définir si cette vulnérabilité ou cet incident est significatif. Alors, qui est concerné par cette loi? Eh bien, en fait, c'est tout éditeur qui fournit un produit sur le territoire français. Alors, vous avez dans le décret d'application différentes... on borne bien au niveau juridique les structures concernées. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un éditeur, ça peut être une collectivité territoriale, ça peut être une association qui fait de l'open source, par exemple, une solution open source. C'est vraiment assez large. On va dire qu'il n'y a pas beaucoup de structures qui n'éditent pas ou qui ne fournissent pas gratuitement ou de façon payante de solutions qui sont hors de cette réglementation. Alors ça, c'est la première partie. Vous avez effectivement, en cas de vulnérabilité, l'éditeur qui devra informer l'ANSSI. Mais il y a une deuxième partie sur cet article. L'éditeur devra informer, en cas d'incident ou de vulnérabilité, les utilisateurs de cette solution. Donc c'est vraiment une obligation. Alors dans un délai qui sera apprécié entre l'éditeur et l'ANSSI, puisqu'en matière de divulgation de vulnérabilité, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on divulgue une vulnérabilité et que les moyens de se protéger ou de corriger ou d'amoindrir le risque n'existent pas, on peut mettre en risque les utilisateurs de cette vulnérabilité. Donc, c'est l'ANSSI et l'éditeur qui devront se mettre d'accord, ou en tout cas voir quel est le délai raisonnable pour informer les utilisateurs sur la vulnérabilité, les causes et les moyens de s'en protéger. Si l'éditeur ne joue pas le jeu, l'ANSSI, maintenant, on aura la possibilité d'enjoindre l'éditeur à informer les utilisateurs. Donc, on aura la possibilité d'obliger l'éditeur à faire cette publication. Et si l'éditeur ne veut vraiment pas, eh bien à ce moment-là, nous, on pourra le faire à sa place et faire en quelque sorte du name and shame. Alors, cette réglementation, elle va être assez importante parce qu'aujourd'hui, nous, on a plusieurs personnes qui, chaque semaine, nous déclarent des incidents, nous déclarent des vulnérabilités qui ne sont pas forcément pris en compte par les éditeurs, ou en tout cas par fournisseurs du service. Pourquoi? Pour plein de raisons, surtout si l'éditeur du service est en position de force sur le marché, c'est le seul à fournir ce service. Souvent, enfin pas souvent, mais quelquefois, on a affaire à des structures qui ne veulent pas jouer le jeu. Grâce à cette réglementation, on aura plus de pouvoir pour obliger, en tout cas, ces éditeurs à faire quelque chose et à se sécuriser un peu plus leur solution. Là, je vous ai mis quelques références que vous voyez sur vos écrans. Donc, vous avez le texte de loi, le décret d'application et puis le podcast de No Limit Sécu. Je suis désolé, je vais assez vite parce que en fait, j'ai 20 minutes. Donc, voilà. Deuxième réglementation, alors c'est un règlement européen, le Cyber Resilience Act. Aujourd'hui, ce règlement n'est pas publié au niveau de l'Europe. C'est juste en mars 2024, on a eu un texte provisoire qui nous permet de voir l'orientation du texte, mais ça reste un texte provisoire, donc des choses par rapport à ce que je vais vous montrer peuvent évoluer. Donc c'est une réglementation qui au début, à tort, a été résumée en c'est la réglementation cybersécurité pour les objets connectés.
En fait, ça n'est pas que les objets connectés, ça concerne tout produit ou tout service qui est connecté au numérique. Et ça couvre beaucoup de choses, on va voir dans le détail. Ça, évidemment, cette réglementation va définir des règles de sécurité à mettre en place sur les produits, tout au long, dès la conception, tout au long de la vie du produit, et puis, bien sûr, de la notification en cas de vulnérabilité, en cas de correction, avec derrière des sanctions, bien évidemment. Alors concrètement, les produits connectés ou les éléments numériques connectés, quels sont-ils? Eh bien, ça va du matériel connecté comme des babyphones connectés, des caméras domestiques, jusqu'au logiciel. Que ça soit pour du B2B ou du B2C. Donc ça couvre vraiment énormément de choses. Pour l'instant, ce qui est exclu, c'est tout ce qui est logiciel open source, non commerciaux. Je dis bien pour l'instant, puisqu'on verra ce que donnera en fin d'année le texte officiel. Qui est concerné? En fait, tout fabricant qui mettent des produits sur le marché européen devront se mettre en conformité avec le Cyber Resilience Act. Donc ça va couvrir vraiment beaucoup de produits en fait, ou de services ou de logiciels connectés. Et les distributeurs et importateurs de produits devront aussi se mettre en conformité. Donc honnêtement, ça va toucher quand même beaucoup de choses. En termes d'exigences, on aura évidemment des mesures de cybersécurité, de sécurisation numérique à mettre en place, de la security by design, donc dès la conception du produit, prévoir un certain nombre de mesures de sécurité, de la cybersecurity by default, donc c'est-à-dire dans le paramétrage, dans l'implémentation, dans la mise en place, notamment par exemple ne pas laisser des mots de passe administrateurs par défaut, ce genre de choses. Il faudra effectivement prévoir ce genre de choses. Sécurisation tout au long de la vie du produit. Donc il y aura une transparence qui sera par exemple demandée aux fabricants ou aux fournisseurs des logiciels de dire quelle sera la durée de fin de vie du produit et jusqu'à quand il y aura des mises à jour et des corrections d'implémenter. Et donc ça devra être communiqué et transparent pour le consommateur. Et enfin, de la notification de vulnérabilité exploitée. Donc on retrouve un petit peu le même système que la LPM. Il y aura des sanctions en cas de non-respect de ces obligations-là. Je n'ai pas mis le détail des sanctions, mais c'est comme pour le RGPD, entre 1 et 2% du chiffre d'affaires avec une capée à quelques millions d'euros sur le chiffre d'affaires mondial. Comment les éditeurs et les fournisseurs de produits vont s'évaluer? Eh bien, ça sera de la déclaration du fabricant. Donc c'est un petit peu comme on a aujourd'hui sur tous les produits qui sont marqués CE. Le fabricant devra dire, ou le fournisseur du produit devra dire, je suis conforme et j'ai mis tout ce qui se passe. Donc on peut dire peut-être que c'est un peu léger. Par contre, il y aura des contrôles évidemment. Et puis les consommateurs ou les entreprises, en cas de non-respect, pourront se retourner par rapport à des textes de loi pour dire attention, votre produit n'est pas conforme. Alors ça, c'est sur les produits standards. Sur les produits qui sont plus critiques, et qui sont bien définis aujourd'hui dans deux annexes, l'annexe 3 et l'annexe 4 du texte provisoire, et bien là, il y aura une nécessité de certifier ces produits. Donc on parle de quoi? Les gestionnaires de mots de passe, les pare-feux, les cartes à puce, enfin un certain nombre de produits qui sont bien identifiés. Là, il faudra passer par des organismes de certification. Comment ça va se passer? Quel est le planning? En fait, normalement, avant la fin de l'année, le texte officiel, le texte définitif sera publié et les entreprises auront, enfin, pas les entreprises, les fabricants, les fournisseurs auront 3 ans pour se mettre en conformité avec certains paliers. Par exemple, les organismes de certification pourront commencer à émettre les premiers certificats au bout de 18 mois. La notification, par exemple, en cas de vulnérabilité, ça sera au bout de 21 mois. Voilà. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Il faudra mettre 3 ans. Mais à mon avis, pour certains produits, il faudra au moins ces 3 ans pour se mettre en conformité. Là encore, quelques références. Voilà, le texte, les informations générales du site de l'Europe et puis le texte de loi.
Je regarde le temps, ouais, dernière réglementation que je vais aborder aujourd'hui, la réglementation NIS 2, qui est une directive. Une directive, ça veut dire qu'elle est transposée en loi française par rapport au CRA, qui est un règlement qui s'impose à tous les États membres. Donc NIS 2, déjà petit disclaimer avant de rentrer dans le détail de NIS 2. NIS 2, c'est comme je l'ai dit, une transposition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si la proposition, on va dire, de loi est prête, il ne manque plus que le gouvernement pour pouvoir le présenter à l'Assemblée. Donc, mais en tout cas, les députés et les sénateurs pourront faire évoluer aujourd'hui le texte de loi qui est prêt. Qui va être concerné? Alors, s'il y a un NIS 2, c'est que derrière, avant, il y avait un NIS 1. Et le NIS 1, en fait, il avait des limites. D'abord, il n'a pas été interprété de la même façon par tous les États membres. Il y a le nombre, par exemple, d'organismes de services essentiels qui étaient identifiés dans NIS 1 varie de pratiquement 1 à 20 en fonction des États. Et même les exigences, les mesures de cybersécurité n'étaient pas les mêmes entre États. Donc on a décidé, en plus de l'état de la menace qui a changé, de refaire une nouvelle version de NIS 2 pour être plus homogène et pour répondre plus facilement à la menace. Donc, qui est concerné? Il y aura beaucoup plus de structures qui seront concernées, puisque ça va toucher les administrations, les entreprises sur certains secteurs d'activité, alors plutôt les grandes et les moyennes entreprises. Secteur d'activité, vous avez 18 secteurs d'activité, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, en tout cas ils sont facilement aujourd'hui identifiables sur par exemple un site dont je vais vous parler de l'ENSI. Ce qui est important, c'est que ces secteurs d'activité plutôt essentiels pour le fonctionnement de la nation sont découpés en 2 annexes, l'annexe 1 et l'annexe 2. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle le principe de proportionnalité. Selon la criticité, c'est-à-dire les entreprises qui sont dans l'annexe 1 auront plus d'exigences que ceux qui sont dans l'annexe 2. Petite parenthèse, vous avez aussi une... non, j'ai oublié, je ne sais pas si on voit Dora là sur l'écran. Oui, vous voyez Dora sur l'écran? Non. Et là, oui, normalement, vous voyez Dora. Voilà, c'est une réglementation, cette fois-ci européenne, donc c'est au niveau de l'Europe, qui est en application depuis cet été et qui touche les milieux financiers, qui ne vient pas en contradiction par rapport à NIS 2, mais qui va en fait prendre la priorité sur les exigences en matière de cybersécurité. Donc zoom sur les secteurs. En fait, dans la directive, c'est assez bien indiqué. Donc en fait, il y a un principe de secteur d'activité et de sous-secteur. Et ce n'est pas parce qu'une entreprise fait partie d'un secteur d'activité qu'elle est concernée. Il faut vraiment regarder dans la directive pour voir si elle fait partie du sous-secteur. Donc là, je vous ai mis un exemple sur le transport. Un autre exemple qui montre bien, sur les infrastructures numériques, en fait, il faut regarder les sous-secteurs. Et dans les sous-secteurs, vous avez fournisseurs de services d'information en nuage. En gros, les éditeurs de mode SaaS. Donc on peut se dire, probablement, je dis bien probablement parce qu'il faut attendre le décret d'application, mais que tous les éditeurs en mode SaaS seront concernés par cette directive. En tout cas, c'est le choix qu'ont fait les Belges, puisque les Belges ont déjà transposé leur directive. Principe de proportionnalité, je vous ai dit, il y a des entités qui vont avoir plus d'exigences. On va les appeler les entités essentielles et d'autres un peu moins, les entités importantes. Et comment on les détermine pour savoir qui on est, est-ce qu'on est entité essentielle ou entité d'importance? Eh bien, en fait, cela dépend de la taille de la structure. Donc, en gros, toutes les petites entreprises, donc moins de 50 salariés, en dessous de 10 millions de chiffre d'affaires, c'est où sur le tableau, eh bien, elles ne seront pas concernées par la directive. Par contre, les entreprises, les PME ou les entreprises qui sont intermédiaires et stratégiques, elles seront concernées. Et en fonction du secteur d'activité, elles seront entité importante ou entité essentielle. Si une entreprise, une PME ou une ETI fait plus de 50, n'est pas dans ces annexes, elle ne sera pas concernée par la directive. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, on en a bien conscience, c'est pour ça qu'on a mis en place un site internet qui s'appelle monespace62.cyber.gouv.fr qui permettra de savoir si on est concerné ou pas. Je le mets au futur parce que comme la directive n'a pas été transposée, aujourd'hui, il y a des cas de figure qui sont simples, elles sont dans l'outil de test.
Mais les cas de figure un peu plus compliqués, elles sont pas encore mises à jour, mais le site sera mis à jour au fur et à mesure des décrets d'application. Donc les obligations, un certain nombre d'obligations, le partage d'informations, donc il faudra identifier un interlocuteur auprès de l'ANSSI. La différence aussi entre NIS 1 et NIS 2, c'est que dans NIS 1, les entités étaient désignées par l'ANSSI, mais dans NIS 2, en fait, ce sont les entités qui doivent se désigner auprès de l'ANSSI. C'est vraiment l'inverse. Un certain nombre de mesures à mettre en place. On aura des exigences de cybersécurité au travers d'un référentiel qui sera publié par l'ANSSI. Donc dans ce référentiel, on va trouver un certain nombre d'objectifs et des mesures concrètes pour répondre à ces objectifs. Et en fonction, si vous êtes entité essentielle et entité d'importance, vous aurez un certain nombre de mesures à mettre en place. Déclaration d'incident, on retrouve ce qui était vu avant dans les précédentes déclarations. Et puis les contrôles. L'ANSSI aura la possibilité de contrôler en fonction aussi de l'entité essentielle, entité d'importance, on pourra aller dans les structures sans avoir finalement, en tout cas, d'incidents qui nous remontent. Et il y aura des sanctions. Dans les sanctions, ça sera comme le RGPD, un pourcentage du chiffre d'affaires. Et la responsabilité juridique des dirigeants pourra être engagée. Voilà. J'ai terminé, c'était assez rapide. Je vous ai mis quelques ressources aussi sur cette directive. Et puis je ne sais pas si on a le temps pour 1 à 2 questions. Tant qu'il ne me coupe pas, j'y vais. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Il y a des choses qui sont d'ailleurs complémentaires. Et dans les décrets d'application, on devra définir, des modalités justement d'application. Mais la différence, c'est que dans le CRA, la cybersécurité, les mesures s'appliquent à des produits ou des logiciels, alors que sur NIS 2, c'est une structure qui va être concernée. Donc par exemple, tout ce qui est gouvernance, est-ce que vous avez une PSSI ? Est-ce que la direction s'implique dans la cybersécurité? Est-ce que vous sensibilisez vos collaborateurs? Ça, on va le retrouver dans NIS 2. Par contre, on ne le retrouvera pas dans le CRA. Voilà, c'est vraiment une grosse différence entre les deux sujets. Oui? Pourriez-vous préciser pourquoi vous indiquez que les collectivités territoriales peuvent être considérées comme des éditeurs? Alors non, oui, c'est un raccourci. Effectivement, les collectivités territoriales ne sont pas des éditeurs. Par contre, ils sont concernés par NIS 2. Alors, ils sont doublement concernés parce que, ils rentrent dans la directive NIS 2 qui va au-delà des éditeurs. Mais on a des collectivités territoriales aussi qui deviennent éditeurs, qui fournissent, qui développent eux-mêmes en interne des produits. Et là, on peut les considérer comme des éditeurs, quand c'est eux qui développent proprement leur solution pour le grand public, par exemple. Voilà. Bon, je vous remercie. En tout cas, je me tiens à votre disposition après la conférence si vous avez des questions. Merci.